La chèvre de Monsieur Seguin. Première partie. Monsieur Seguin, un vieux paysan, habite en Provence. Il adore les animaux, mais malheureusement, il n'a pas de chance avec ses chèvres. En effet, elles meurent toutes de la même manière. Elles cassent leurs cordes, s'enfuient dans la montagne, et là-haut, le loup les mange. Rien ne retient les chèvres, ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup. Monsieur Seguin est très triste. Il a déjà perdu 6 chèvres. Que faire ? Pense-t-il. Les chèvres sont trop indépendantes et elles s'ennuient chez moi. Cependant, il ne se décourage pas et décide d'acheter une 7e chèvre. Cette fois, Se dit-il, je vais la prendre très jeune pour qu'elle s'habitue à rester chez moi. le paysan achète une nouvelle chèvre et l'installe dans son jardin. Là, il l'attache à un piquet en bois avec une très longue corde pour lui laisser beaucoup de liberté. Monsieur Seguin adore regarder sa chèvre qu'il appelle Blanquette. Ah, qu'elle est jolie, ma Blanquette, avec ses petites cornes, ses beaux sabots noirs et ses longs poils blancs. Et comme elle semble contente, elle ne s'ennuie pas ici. En effet, Blanquette est très heureuse. Le vieux paysan est gentil avec elle et l'herbe du jardin est excellente. Un jour, cependant, la chèvre regarde la montagne et se dit « Comme on doit être bien là-haut! Je ne veux plus être attachée, je veux courir dans les prés. » À partir de ce jour-là, Blanquette devient très triste et refuse de manger. Toute la journée, elle tire sur sa corde en direction de la montagne. Un matin, elle dit à Monsieur Seguin « Monsieur Seguin, laissez-moi partir, s'il vous plaît. » Ah, toi aussi, Blanquette, tu veux me quitter ? Pourquoi ? L'herbe du jardin n'est pas assez bonne ? La corde est trop courte ? Non, ce n'est pas ça. répond la chèvre. Je veux aller dans la montagne. Mais il y a le loup dans la montagne. S'exclame le vieux paysan. Il va te dévorer, comme il a dévoré la vieille renaude. Ah, la pauvre ! Elle s'est battue avec lui toute la nuit. Mais Blanquette est très têtue, et l'histoire de la renaude ne l'effraie pas. Moi, je n'ai pas peur du loup. Dit la chèvre. S'il vous plaît, Monsieur Seguin, laissez-moi aller dans la montagne. Monsieur Seguin est très triste, Encore une chèvre que le loup va manger. pense-t-il. Soudain, il se lève et crie à Blanquette. Eh bien non, le loup ne va pas te manger, parce que je vais t'enfermer dans l'étable et tu ne pourras pas te sauver. Deuxième partie. Monsieur Seguin enferme Blanquette dans l'étable. Malheureusement, dans l'agitation, il a oublié de fermer la fenêtre. Une fois le paysan parti, la chèvre s'échappe et va dans la montagne. Quand elle arrive tout en haut, les arbres et les fleurs sont émerveillés devant cette jolie petite chèvre. « C'est la première fois que nous voyons une petite chèvre aussi adorable !» s'exclament les vieux sapins. Toute la montagne fête l'arrivée de Blanquette. Les châtaigniers se baissent pour la caresser et les fleurs s'ouvrent sur son passage pour libérer leur parfum. On la reçoit comme une véritable reine. Comme Blanquette est heureuse, plus de cordes, ni de piquets, Ici, je peux courir comme je veux crie-t-elle. et manger toute l'herbe que je désire. Et puis, l'herbe de la montagne est vraiment délicieuse. Je la préfère à l'herbe du jardin de Monsieur Seguin. Blanquette est très contente.
Elle saute de rocher en rocher, se roule dans les feuilles, court dans le bois et traverse de grands torrents. C'est la première fois qu'elle s'amuse autant. À un moment donné, elle se repose un peu et elle aperçoit la maison de Monsieur Seguin, en bas, tout en bas dans la plaine. Que c'est petit! Pense-t-elle. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rester dans un jardin aussi minuscule. Blanquette se met à rire, puis elle recommence à jouer. Elle passe la journée à courir entre les arbres, à manger de délicieuses fleurs sauvages et à se baigner dans le torrent. Soudain, le vent se lève et la montagne devient violette. Le soir est arrivé. Déjà? S'exclame la petite chèvre. Je me suis beaucoup amusée et je n'ai pas vu le temps passer. Elle regarde alors en bas, tout en bas dans la plaine, et elle aperçoit la maison de Monsieur Seguin qui disparaît dans le brouillard. Elle entend ensuite un troupeau qui rentre à l'étable. Et elle se sent triste. Blanquette se sent très seule. Tout à coup, un hurlement la fait sursauter. Le loup! Pense-t-elle. Je me suis amusée toute la journée et j'ai oublié le loup. Au même moment, elle entend le bruit d'une trompe. C'est Monsieur Seguin qui essaie de faire revenir sa Blanquette. Fait le loup. Reviens! Reviens! Crie la trompe. Blanquette veut retourner chez Monsieur Seguin, mais elle se rappelle le piquet, la corde et le petit jardin. Maintenant, elle connaît la liberté et elle sait qu'elle ne peut plus vivre en captivité. Elle décide donc de rester dans la montagne. Soudain, elle entend un bruit derrière elle. Elle se retourne et voit dans l'ombre 2 oreilles courtes et droites et 2 yeux qui brillent. C'est le loup. Énorme et terrifiant, le loup regarde Blanquette. Il prend son temps. Il sait qu'il va manger la petite chèvre de Monsieur Seguin. Blanquette a peur. Elle regarde à droite et à gauche, affolée. Que faire? Le loup commence à rire méchamment. Je préfère que le loup me mange tout de suite. Se dit-elle. Mais elle se rappelle l'histoire de la vieille renaude qui s'est battue toute la nuit. Blanquette sait qu'elle ne peut pas gagner le combat, mais elle décide de se battre. Je vais me battre avec mes cornes, Se dit-elle. comme une brave chèvre de Monsieur Seguin que je suis. En réalité, elle espère seulement une chose, résister aussi longtemps que la renaude. Soudain, le loup attaque Blanquette, qui se défend de toutes ses forces. Blanquette est une chèvre tenace et courageuse. De temps en temps, elle regarde les étoiles danser dans le ciel et elle pense « Je dois résister jusqu'à l'aube, comme la pauvre renaude. » Les unes après les autres, les étoiles s'éteignent. Blanquette multiplie alors les coups de corne et le loup les coups de dents. Au loin, dans la vallée, on entend le chant du coq. Puis une pâle lumière se lève à l'horizon.
Le jour est enfin arrivé. pense Blanquette. Je peux mourir maintenant. La pauvre bête s'allonge alors dans l'herbe. Sa belle fourrure blanche est tachée de sang. Le loup reprend haleine, puis il se jette sur la petite chèvre et la mange. Le secret de Maître Cornille. Première partie. Maître Cornille est un vieux meunier qui fabrique de la farine depuis plus de 60 ans. Il habite en Provence, dans le village de Tarascon, avec sa petite-fille Vivette, qu'il adore. À cette époque, les collines sont couvertes de moulins à vent. Le Mistral fait tourner les ailes des moulins et les ânes sont chargés de sacs de farine et de blé. La semaine, on entend les aides-meuniers ouvrir les sacs de blé et crier « Dieu !» pour faire avancer les ânes. Le dimanche, les habitants du village se rassemblent sur les collines pour faire la fête. On mange, on boit, on chante, on rit, on joue de la musique et on danse la farandole. Mais un jour, des Parisiens construisent une belle usine à vapeur toute neuve entre Tarascon et Avignon. Séduits par la modernité de l'usine, les paysans de la région décident d'y porter leur blé. Les meuniers, eux, essaient de résister à la concurrence par tous les moyens. Malheureusement, ils abandonnent l'un après l'autre et, quelques semaines plus tard, tous les moulins à vent sont fermés. Tous, sauf un. Le moulin de Maître Cornille. En effet, le vieux meunier continue à se battre pour sauver l'honneur de son moulin. Depuis l'ouverture de l'usine, Maître Cornille est devenu comme fou. Souvent, il va au village pour convaincre les paysans de lui apporter leur blé. « N'allez pas à l'usine !» hurle-t-il. « Ces Parisiens veulent empoisonner la Provence avec leur vapeur. C'est une invention du diable. Moi, je travaille comme nos ancêtres, avec le Mistral et la Tramontane. » Mais personne n'écoute le vieux meunier. Et les paysans continuent de faire leur farine à l'usine à vapeur. Très triste, Maître Cornille décide de s'enfermer tout seul dans son moulin. Il est tellement malheureux qu'il dit à sa petite-fille Vivette de partir. Vivette est alors obligée de travailler très dur dans des fermes de la région. Maître Cornille fait souvent plusieurs kilomètres à pied pour aller la voir. Quand il arrive à la ferme, il se cache derrière des buissons. Il regarde Vivette pendant des heures et il pleure. Les habitants du village n'aiment pas le comportement du vieux meunier. Ils pensent que Maître Cornille n'a pas gardé sa petite fille près de lui par avarice. De plus, ils soupçonnent le vieil homme d'avoir un grand secret. En effet, personne ne lui apporte plus de blé depuis très longtemps. Et pourtant, les ailes de son moulin sont toujours en mouvement. Le soir, les habitants le voient souvent sur les chemins avec son âne chargé de gros sacs de farine. « Bonsoir, Maître Cornille. » disent les paysans quand ils le voient. « Votre âne est très chargé. Vous avez beaucoup de travail au moulin en ce moment ?»« Oh oui, énormément. » répond toujours le meunier. « Le travail ne manque jamais. » Lorsque les paysans lui demandent d'où vient tout ce blé, Maître Cornille met un doigt sur ses lèvres et répond toujours « Chut, c'est un secret. Je peux seulement vous dire que je travaille pour l'exportation. » Le vieux meunier ne donne jamais plus de précision. Curieux, certains habitants du village essaient de trouver un moyen de découvrir son secret. « Il faut rentrer dans son moulin, » dit un villageois. « Je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a plus de sacs d'écus que de sacs de farine. »« C'est une bonne idée, mais c'est impossible, » réplique un autre. « Même Vivette n'a pas le droit d'y entrer. »« C'est vrai, » dit un troisième. « Et puis la porte du moulin est toujours fermée à clé. »
Lorsque je passe devant, je vois toujours la même chose. Les ailes du moulin qui tournent, le vieil âne qui mange l'herbe, et près de la fenêtre, un grand chat maigre qui regarde méchamment les gens qui s'approchent. Il faut trouver une autre solution. Deuxième partie. Les semaines, puis les mois passent. Les habitants de Tarascon n'ont toujours pas découvert le secret du vieux meunier. Le soir, ils voient toujours passer Maître Cornille avec son âne chargé de sacs. Un jour, le fils de Francet Mamaille, le joueur de flûte du village, tombe amoureux de la belle Vivette. Monsieur Mamaille se rend alors chez Maître Cornille pour le rencontrer. Lorsqu'il arrive au moulin, il frappe à la porte et appelle le vieux meunier. « Maître Cornille! Maître Cornille! Ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Je viens vous demander si votre petite fille Vivette peut épouser mon fils. » « Va-t'en !» hurle le vieil homme. « Rentre chez toi jouer de la flûte. Si tu es pressé de marier ton fils, va chercher des filles à l'usine à vapeur. » Francet Mamaille rentre au village pour annoncer la mauvaise nouvelle à son fils et à Vivette. « Non, ce n'est pas possible !» dit Vivette très triste. « Il faut le convaincre. Allons ensemble au moulin. » Le joueur de flûte accompagne alors les jeunes amoureux chez Maître Cornille. Quand ils arrivent sur la colline, le vieux meunier est déjà parti. La porte du moulin est fermée à clé, mais le vieil homme a oublié deux petits détails. La fenêtre est ouverte et la grande échelle est dehors. « Montons !» dit Vivette. « Allons voir ce qu'il y a dans le moulin. » La jeune fille monte à la grande échelle. Quand elle arrive à la fenêtre, elle pousse un cri d'étonnement. « Oh ! Mais le moulin est vide ! Il n'y a ni blé ni farine !» Vivette se met à pleurer. Elle regarde partout. Le moulin semble abandonné. Il y a un lit en mauvais état, de vieux vêtements par terre et, sur une marche de l'escalier, un petit morceau de pain. Soudain, elle aperçoit 4 sacs ouverts dans un coin de la pièce. « Voilà ce que mon grand-père transporte tous les soirs sur son âne, des sacs remplis de pierres et de terre blanche. Voilà son terrible secret !» s'exclame-t-elle, désespérée. Francet Mamaille et son fils sont bouleversés. « Pauvre Maître Cornille, dit le jeune homme. L'usine à vapeur lui a volé son travail, et voilà le stratagème qu'il a imaginé pour sauver l'honneur de son moulin et faire croire qu'il faisait encore de la farine. »« Il faut faire quelque chose !» s'écrie Francet Mamaille. « Allons voir tous les habitants du village et demandons-leur d'apporter leur blé au moulin. Dépêchons-nous, il n'y a pas une minute à perdre. » Les jeunes amoureux et Francet Mamaille retournent immédiatement au village. 2 heures plus tard, Maître Cornille revient au moulin. Il s'aperçoit immédiatement que quelqu'un est entré pendant son absence. « Pauvre de moi, dit-il. On a découvert mon secret. Le moulin est déshonoré. » Maître Cornille s'assoit sur un sac et se met à pleurer. Soudain, il entend au loin des conversations. Lorsqu'il lève la tête, il voit arriver tous les paysans du village avec leurs ânes chargés de sacs. Quelques minutes plus tard, tout le monde se trouve devant son moulin. « Ohé, Maître Cornille !» dit un paysan. « Le moulin est ouvert ? Nous vous apportons un peu de blé. » Le vieux meunier n'en croit pas ses yeux. Il s'approche, met sa main dans un sac et s'écrie. « C'est vrai, c'est du blé, du bon blé. Laissez-moi le regarder. » Maître Cornille est tellement content qu'il pleure de joie. « Vite !» s'exclame-t-il. « Donnons tout ce blé à mon moulin. Il y a tellement longtemps que ses ailes ne tournent plus. » Les paysans aident le vieux meunier à faire la farine.
À la fin de la journée, tout le monde reste au moulin pour faire la fête. On mange, on boit, on chante, on rit, on joue de la musique et on danse la farandole. Maître Cornille n'a jamais été aussi heureux. Depuis ce jour-là, tous les paysans du village apportent de nouveau leur blé à Maître Cornille qui a réussi à sauver l'honneur de son moulin. La mule du pape. Première partie. L'histoire se passe à Avignon, au temps du pape Boniface. À cette époque, la joie, la paix et la convivialité règnent dans la ville. Du matin au soir, on assiste à des processions et à des fêtes. Les rues sont couvertes de fleurs. Les soldats du pape chantent en latin sur les places et les artisans travaillent joyeusement. Souvent, on entend le son des flûtes et des tambourins, parce qu'en Provence, quand le peuple est content, il faut qu'il danse. Et comme les rues sont étroites, les gens vont danser la farandole sur le pont d'Avignon. Le peuple adore Boniface. C'est un pape souriant, gentil et un peu original. En effet, il possède une vigne qu'il a plantée lui-même près d'Avignon, sur une petite colline. Tous les dimanches, après la messe, il va voir son petit vignoble avec ses fidèles cardinaux. Là-haut, il s'assoit, regarde sa vigne avec amour et ouvre une bouteille de son vin qu'il déguste lentement. Le soir, il rentre en ville par le pont d'Avignon et il passe au milieu des gens qui jouent du tambourin et dansent la farandole. « Ah, le brave pape !» s'exclame toujours le peuple sur son passage. Ce que le pape aime le plus au monde, après sa vigne, c'est sa mule. Une belle mule noire tachetée de rouge. Malgré les critiques de ses cardinaux, Boniface se rend tous les soirs à l'écurie. Il apporte à son animal préféré un grand bol de vin chaud avec beaucoup de sucre et d'épices. La mule adore ça. À cette époque de l'histoire, tout le monde respecte la mule du pape. En effet, cette brave bête, avec son air innocent et ses 2 longues oreilles, a conduit Tistet-Védène à la richesse. Chassé de chez lui par son père à cause de sa paresse, Tistet-Védène est un jeune homme insolent et irrespectueux. Un jour, le pape Boniface se promène avec sa mule près du palais. Tistet-Védène s'approche, caresse doucement l'animal et dit « Ah, grand Saint-Père, quelle belle mule! Comme elle semble douce et gentille !» Le jeune homme sait très bien que le pape Boniface adore sa mule et il espère ainsi gagner sa confiance. « L'empereur d'Allemagne n'a pas une mule aussi belle. » poursuit-il. « C'est un vrai trésor, une perle fine. » Flatté, le pape décide de faire entrer Tistet à son service et il lui demande de venir le lendemain matin au palais. Deuxième partie. Quand il commence à travailler pour le pape, Tistet-Védène continue à jouer la comédie. Il est méchant avec tout le monde, mais extrêmement gentil avec la mule. Tous les jours, il va à l'écurie pour donner de l'avoine à l'animal. Bien évidemment, il passe toujours devant le balcon du pape pour se faire remarquer. Un jour, le pape dit au jeune homme « Je suis vieux et fatigué maintenant. Je ne peux plus apporter à ma mule son grand bol de vin chaud au sucre et aux épices. Maintenant, c'est donc toi qui le feras. »
Vous m'honorez. Répond Tistévéden. Vous savez combien j'aime et je respecte votre mule. Vous ne serez pas déçu. Tistévéden commence son nouveau travail dès le lendemain. Le jeune homme est content de sa nouvelle fonction, mais pas la mule. Tous les soirs, le jeune homme va à l'écurie accompagné de 5 ou 6 clercs. Dès qu'ils arrivent, le martyre de la pauvre mule commence. En effet, ce sont les jeunes clercs et Tistévéden qui boivent le vin qu'elle adore et qui lui tient chaud. En plus, ce sont de véritables diables. Ils lui tirent les oreilles et la queue ou montent sur son dos. Mais le plus méchant de tous, c'est Tistévéden. Un jour, le jeune homme emmène la mule tout en haut du clocher de l'église et il fait croire au pape qu'elle y est montée toute seule. La mule désire alors une seule chose, se venger. Ah! Quel joli coup de sabot! Je vais te donner demain! Pense-t-elle. Malheureusement, le lendemain, Tistévéden part en Italie, à la cour de Naples. Ah! Tu t'es douté de quelque chose, misérable! Se dit la mule, très en colère. Mais ne t'inquiète pas, je te garde ton coup de sabot pour ton retour. Après le départ de Tistévéden, la mule retrouve sa vie tranquille d'avant, sa bonne humeur et le soir, son grand bol de vin chaud au sucre et aux épices. Elle est heureuse, mais il y a encore une chose qui la fait souffrir. En effet, depuis la triste histoire du clocher, le pape n'a plus confiance en elle. Le dimanche, lorsqu'il revient de sa vigne, il ne fait plus de petites siestes sur son dos, parce qu'il a toujours peur de se retrouver tout en haut du clocher. Troisième partie. Les mois puis les années passent. La mule semble tranquille, mais en réalité, elle attend le retour de Tistévéden pour accomplir sa vengeance. 7 ans plus tard, le jeune homme revient enfin à Avignon. Il a appris que le premier assistant du pape est mort, et il souhaite prendre sa place. Cependant, lorsqu'il entre dans la grande salle du palais, le pape ne le reconnaît pas. « Grand Saint-Père, vous ne me reconnaissez pas ?» s'exclame-t-il. « C'est moi, Tistévéden, l'ancien protecteur de votre mule. » « Ah, oui, je me rappelle, » dit le pape. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?»« Oh, peu de choses, Grand Saint-Père. Je viens seulement vous demander la place du premier assistant qui vient de mourir. »« Premier assistant? Toi ?» réplique le pape. « Mais tu es trop jeune. Quel âge as-tu ?»« 20 ans et 2 mois. » répond Tistet. 5 ans de plus que votre mule. À propos, comment va-t-elle? Ah, comme j'aime votre mule. Comme elle m'a manqué en Italie. Est-ce que je peux la voir? Oui, tu peux la voir, répond le pape très ému. Et puisque tu aimes cette brave bête, tu ne dois pas vivre loin d'elle. Je te nomme premier assistant. Viens demain, après la messe, pour prendre tes fonctions. Ensuite, nous irons voir ma vigne avec la mule, et nous boirons un peu de vin. » Tistévéden est très heureux, mais il n'est pas le seul. Quelqu'un d'autre attend avec impatience la cérémonie. La mule. Le lendemain, tous les cardinaux et les clercs sont dans la cour du palais pour assister à la cérémonie. Lorsque Tistévéden arrive, on joue de la musique et on fait sonner les cloches. Au loin, on entend le son des tambourins et les cris des gens qui dansent la farandole sur le pont. Le jeune homme entre, salue l'assemblée et s'avance vers le pape. Cependant,
au bas de l'escalier, il y a la mule. Lorsque Tistévéden passe près d'elle, il s'arrête et la caresse doucement sur le dos. La position est parfaite. Se dit la mule. Elle prend son élan et... Tiens, prends ça, misérable! crie-t-elle. Voilà 7 ans que je te garde ce coup de sabot. Le choc est si violent que le jeune homme meurt sur le coup. D'habitude, les coups de sabot ne sont pas mortels. Mais la mule du pape est un animal très particulier. Et puis, elle attendait ce moment depuis si longtemps. Depuis ce jour, les gens font très attention lorsqu'ils parlent de la mule du pape. En effet, il est préférable de ne pas la mettre en colère.